Comment était installé le campement? Non, ça c'est ma place. Alors, à votre avis, plus je creuse, est-ce que plus c'est creux, plus c'est profond, plus c'est ancien ou c'est plus récent? Non, plus je creuse, plus c'est ancien, plus c'est... Il ressemble à... L'homme de Cro-Magnon, il est exactement comme nous. Alors, si vous me dites Rocheux, ben, il porte le nom de l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire, il s'appelait Monsieur Magnon. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme de Cro-Magnon. Alors, toi par exemple, ton nom de famille c'est quoi? Hein? Nedjari. Bah, si on l'avait trouvé sur le terrain. Nedjari. Non, Nedjari. Non, j'ai pas pris un peu. Nedjari. S'il avait trouvé sur le terrain d'un monsieur qui s'appelait Nedjari pour la première fois, et aujourd'hui, au lieu de l'appeler le Cro-Magnon, il apparaît le Cro-Nedjari. Alors cet homme de Cro-Magnon, il arrive à une période glaciaire. Période glaciaire, ça veut dire qu'on a des températures de moins 15 à moins 20 degrés toute l'année. À part en été, on a 5-6 degrés. Il fait tellement froid qu'entre la France et l'Angleterre, la mer a disparu. On a de grands plateaux herbeux sur lesquels on rencontre des troupeaux de rennes et des troupeaux de mammouths. D'accord? Et on avait des glaciers qui descendaient du pôle Nord jusqu'en Belgique. Et il va falloir qu'ils chassent des gros animaux comme le mammouth, le rhinocéros laineux, comme le renne. Et le problème, c'est qu'à l'époque, les arbres ne sont pas plus gros que ça. C'est des gros arbustes. Et s'il se cache derrière ces arbres-là, les animaux le voient. Donc, et s'il prend les pieux qu'on a vu tout à l'heure, s'il le lance sur l'animal, eh ben, il n'arrive pas à les toucher, c'est trop loin. Parce que les animaux, dès qu'ils le voient, ils se sauvent. Donc notre homme préhistorique, hein, je vous rappelle, il est comme nous, il va inventer de grandes saguies comme ceci, avec une pointe en os et en silex. Le problème, c'est que la pointe en os et en silex, si je la lance comme ça ne va pas aller très loin. Mais notre homme, il est très intelligent. Il va inventer un outil qu'on appelle le propulseur. Ce propulseur, il va mettre un crochet dessus, il va mettre là comme ceci, et il va lancer de cette manière. Ça va partir à une vitesse moyenne d'entre 150 à 180 km/h. Et on a fait des essais sur des carcasses de vaches. À 30 mètres, vous traversez une vache et ça dépasse de 40 cm. Donc c'est une arme très très dangereuse. D'accord? Alors, cet homme de Cro-Magnon, il a un autre problème, il fait très froid. Dans le sud de la France, il vit dans des grottes. Mais nous, malheureusement, dans le nord de la France, on n'a pas de grottes. Et il faut quand même qu'il s'abrite. Parfois, on tombe à des tempêtes à moins 50 degrés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer des tentes comme ceci, attachées avec des petits morceaux de bois. On en a vu une grande tout à l'heure. Et pour empêcher la tente de s'envoler, il va mettre des grosses pierres. D'accord? Alors, il va aussi fabriquer des nouveaux outils en silex. Est-ce que vous vous souvenez de l'outil que j'ai utilisé tout à l'heure là? Oui, c'était un outil qui était en forme d'amande, qu'on a vu juste avant. Tout le monde a déjà pris un caillou, l'a déjà envoyé sur une rivière, sur un étang. Quand le caillou tombe sur l'eau, qu'est-ce qui se passe au niveau de la surface de l'eau? Pour couper les branches, on va rajouter des petites dents, ça s'appelle une lame denticulée. Mon morceau d'os, regardez bien ce qui va tomber. Il y a des petits morceaux d'os. Ces petits morceaux d'os, je vais en faire un tas. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais faire un tas. Je vais la mélanger avec de l'eau, ça va me faire de la colle d'os qui va me permettre de coller mes plumes. D'accord? Alors, on ne fabrique pas que des outils en os, on fabrique aussi des outils en os. Là, par exemple, qu'est-ce que c'est? Un cure-dent. Un cure-dent, non, je crois pas, non. On en appelait l'outil qui nous servait à couper le roseau.
qui nous permettait de faucher le blé. Ça porte un nom, ça. Voilà. Alors, ça nous indiquait qu'est-ce que ces exemples historiques capturés comme animaux, quels animaux. Mais oui, est-ce que vous faites du trop contre lui dans la classe? Le squelette de la faute, 70% de la viande s'appelle l'animal du chat. Alors on trouve des ossements. On voit aussi que là ils ont découpé l'omoplate pour fabriquer un outil. Et bien les préhistoriques, c'est comme vous. On va retrouver aussi des blocs de silex. Ah oui, c'est des vrais. Tous les objets, c'est des vrais. On va retrouver des objets. Voilà. Et on va retrouver quelque chose qu'on n'avait jamais trouvé à la période précédente. Ça, vous avez intérêt à le trouver. Ça veut dire que là, c'est fabriquer un pot. Que l'on trouve, la technique, comment on appelle ces poteries-là? Au néolithique. On a vu, Patrick vous a posé la question, et vous avez du mal à trouver. Comment appelle-t-on ce genre de poterie? Très très bien. Tout le monde a entendu, bien entendu? Tout le monde le savait? C'était facile. Donc vous voyez, hein, on les retrouve, ces fameux pots, d'accord? À l'intérieur, et je vous rappelle que toujours des poteries. Alors, question, est-ce que ça, que j'ai ici, là, est-ce que je vais le retrouver dans le fossé? Parce qu'il faut manger avec le bois. Parce qu'avec le caillou, là, Pourquoi je ne retrouve pas, même si je l'avais mis à l'intérieur, pourquoi je ne retrouve pas ma cuillère en bois? Et alors? On a trouvé du bois, donc ça permet aux archéologues. Non. Bah, c'est plus que ça se casse. Ça. Parce qu'elle était à l'intérieur. Non. Pourquoi je retrouve du silex? Pourquoi je retrouve des ossements? Pourquoi je ne retrouve pas du bois? Pourquoi je ne retrouve pas les maisons? Pourquoi je ne trouve pas le roseau? Hein? Donc imaginez un morceau de bois qui va passer des milliers d'années dans la terre, il va complètement différent. Il va ne subsister que des objets qui résistent autant, comme les ossements. Vous en avez des grands. Donc imaginez le nombre de colombins qu'il a fallu pour fabriquer. Et autre chose aussi à l'époque, on fabrique des paniers en osier. Alors nous, on va aller s'asseoir sur les marches qui sont derrière. Ces haches-là vont nous permettre de couper les gros tondins qu'on a vu tout à l'heure pour la fabrication de la maison. D'accord? Alors, tout à l'heure, on a vu que pour fabriquer nos poteries, on avait utilisé des boudins qu'on appelait des colombins. Et bien cette technique de colombin, on va l'utiliser pour autre chose. On va fabriquer des paniers en herbe comme ceci. Cette herbe-là, on appelle du carex. Et au lieu de fabriquer un boudin d'argile, on va fabriquer un boudin en herbe. Et on va rajouter des morceaux d'herbe pour fabriquer ce genre de panier. Alors cette technique de colombin aussi va être utilisée pour fabriquer des paniers maintenant, mais avec de la paille. À quoi pouvait servir ce panier à la préhistoire? Hein? Pas du tout. Ça c'est vrai. De fabriquer du miel et de la cire. Élever des abeilles, il y avait des ruches autour des villages pour récupérer. Pour fabriquer du panier en osier, on prend une branche, vous voyez, on la passe derrière, devant, comme ceci. Est-ce que des paniers en osier, c'est encore utilisé aujourd'hui? Là, j'ai un autre panier, un petit peu étrange. Un poisson arrive, il va rentrer dans la nasse, il va manger l'appât. Si c'est un petit poisson, est-ce qu'il peut sortir? Oui. Si c'est un gros poisson, est-ce qu'il peut sortir? Non. Les poissons, il n'y a pas de marche arrière dessus. Ils ne savent pas faire demi-tour. Bah oui, ça a été fabriqué sans marche arrière. Donc le poisson, il va se retrouver coincé dedans. Moi, le soir, je remonte ma nasse hors de l'eau et je fais tomber mes poissons. Et j'ai récupéré plein de poissons sans fatiguer. Est-ce que des nasses, ça existe encore? Oui, ça existe encore dans certains pays. D'accord? Là, vous en avez
aussi une plus petite. Une petite masse.